Nous nous intéressons ce matin au terminal, la conteneur du côté du port autonome de Douala, bien sûr, du côté de Bonabéry, créé par résolution du conseil d'administration du port autonome de Douala. Cette structure a enregistré des résultats plus que probants malgré les prédictions de certains. Et le meilleur pour certains également reste à venir. Mise en place dans des conditions particulières, la régie du terminal à conteneurs n'a pas eu droit à un round d'observation. Il fallait immédiatement remplacer au pied levé l'ancienne structure en charge de ce segment vital du port autonome de Douala, Bonabéry et de toute l'activité portuaire. Et ceci dans un climat délétère savamment entretenu par certains opérateurs de lignes maritimes et des chargeurs. Mais le défi a été relevé par une expertise nationale, dans un élan de patriotisme impulsé par le directeur général Cyrus Ngor, avec le soutien total de sa hiérarchie et de ses principaux collaborateurs. Il faut préciser par ailleurs que l'opérateur avait rendu inaccessible et inexploitable logiciel TOS Oscar. La direction générale a acquis en procédure d'urgence un nouveau système d'information qui s'avérera d'ailleurs plus rapide et plus performant, le TOS Navis N4. Ce dernier n'a pas tardé à faire ses preuves auprès d'un personnel dévoué et surtout déterminé à relever ce défi qui était en effet celui de la souveraineté du Cameroun dans ce domaine. Tout ce déploiement a contribué à rassurer les principaux armateurs que sont Maex Line, Grimaldi, Pile, MSC, CMA, CGM, qui ont fini par applaudir les deux mains, les performances et surtout le sérieux de la nouvelle entité constituée d'ailleurs, continue en tout cas de faire entièrement confiance au port autonome de Douala-Bonabéry où l'amélioration de l'offre de services est devenue d'ailleurs la priorité de nos compatriotes et surtout de notre pays. Du 2 janvier 2020 nous sommes déjà au mois de juillet, ça il faut le préciser. Il faut préciser par ailleurs que la RCT a manutentionné un volume de 142 969 conteneurs. Donc si on calcule entre janvier et mai, c'est le cas. Mais si on calcule jusqu'à juillet, c'est encore plus que ça, équivalent de 20 pieds, pour un chiffre d'affaires de plus de 23 milliards de francs CFA. Une véritable performance quand on sait dans quelle adversité la structure a démarré ses activités. Et les responsables du PAD, le port autonome de Douala, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin, non seulement pour la bonne santé des finances publiques, mais aussi pour l'émancipation du Cameroun dans toute la chaîne de traitement des marchandises au port, ainsi aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Parallèlement, des réformes ont été entreprises pour garantir la performance, la qualité et le coût des prestations. C'est ainsi qu'un cadre de travail avec les commerciaux de la RCT, les transitaires transporteurs des lignes maritimes, il est également envisagé d'œuvrer pour que le nouveau système CAM6 soit rapidement maîtrisé par nos compatriotes, par tous les opérateurs, pour que la RCT, en particulier le port autonome de Douala en général, continue ainsi de voguer dans la performance et le succès. Voilà pourquoi nous nous interrogeons justement ce matin. Régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, une ambition et des performances, c'est notre interrogation. On ne va pas également oublier que hier, 27 juillet de l'an de grâce 2020, le contrat de la RCT a été prorogé jusqu'en 2024 pour la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. On peut dire quelque part également que on va dire qu'on va applaudir, on ne sait pas s'il faut applaudir ou bien il faut tout simplement féliciter d'ailleurs les compatriotes qui ont pris justement l'engagement de servir leur pays. Président Badakani, je vais prendre votre réaction ce matin. Je ne peux qu'être un homme rempli de joie et d'une émotion particulière. Vous avez évoqué l'aspect de la souveraineté qui, lorsqu'il est convoqué dans ce contexte précis du port autonome de Douala, dégage à moi une émotion particulière parce que nous sommes de ceux qui étions à l'avant-garde de ce combat. Nous en avons fait même une affaire personnelle pour dire que dans les jours, les mois, les semaines, les années qui viendront, ça sera M. Bolloré ou le Cameroun. Je pense qu'en toute modestie, je suis l'auteur de cette parole-là, mais on a travaillé avec ceux qui sont sur ce plateau pour lancer cette dynamique que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Il faut comprendre d'abord, il faut d'abord poser le problème tel qu'il était. Nous avons un outil portuaire dont les caractéristiques permettent de dire qu'il est parmi les plus rentables en potentiel de l'Afrique et qui a été donné en concession à un monsieur qu'on appelle Bolloré. Et
il a pris des engagements dans le cahier des charges lié à sa concession. Il n'en a respecté aucun. Je dis aucun. Ni en termes d'investissement, ni en termes de transfert de technologie, ni en termes de mise à niveau des infrastructures du port, ni en termes de rénovation, de modernisation de la logistique du port. Mais pendant ce temps, il faisait des bénéfices extraordinaires. Et il y a plus grave. On se rend compte après qu'il a pris le port cadeau, il n'a payé aucune redevance, et que tout ça a été rendu possible parce qu'il avait mis en place un système de corruption en créant un État dans l'État du Cameroun, avec des ministres baronnés de Yaoundé, certains ministres baronnés de Yaoundé, qui lui ont donné une immunité dans notre pays, qui lui permettait de piller le port carrément à la barbe au nez du Cameroun et des Camerounais. Ça aurait pu passer sur le terrain resté là, mais le port lui a servi de couverture pour mener des actions visant à déstabiliser notre pays. Tu dis bien déstabiliser notre pays. Et quand on ouvre les yeux, on soulève le couvert de la Mamlik, on se rend compte que même ce port-là est une mine d'or. Une mine d'or. Je ne vais pas revenir sur ce que signifie un port en matière de fiscalité de porte, pour utiliser le jargon technique, fiscalité de porte. C'est l'endroit dans un pays où vous êtes sûr d'avoir du cash flow. C'est-à-dire un pays qui joue avec son port ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Nous nous rendons compte que, mais, là où M. Bolloré sur le papier disait, je donne en termes de, je pense seulement la redevance, il dit qu'il a versé 60 milliards de francs. Je dis, la redevance, hein, il y a beaucoup d'autres droits. Non seulement il a versé sur le papier, mais les concurrents qui se sont présentés à la faveur de la fin de la concession, en termes de redevance, offraient pratiquement la même chose, multiplié par 6. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je dis, ça c'est seulement pour dire que voilà ce qu'on verse. Donc je dis 60 millions, non, 60 millions. Il avait payé 60 millions, c'est pas ça, hein, 60 millions. C'est bien, la redevance. D'autres viennent, d'autres concurrents. Oui. Le Suisse, et je crois, il y avait le Suisse et un autre là. Il y avait Terminal, je crois. Il y avait les Til. Qataris, Il y avait Til. Voilà. Les deux les plus avancés dans la shortlist nous proposaient en matière de redevance des dizaines de milliards de francs. Là où M. Bolloré nous donnait des millions, 60 millions, mais sur papier. En termes d'investissement cumulé sur 15 ans, nous nous retrouvons pratiquement à 1000 milliards. À 1000 milliards. Là où le même Bolloré, sur pratiquement les 15 ans, n'a pas investi 100 milliards. Et dans les 100 milliards, distinguer ce qui est sur papier et ce qui est réel. Il faut ajouter que M. Bolloré, dans tous les engagements qu'il devait prendre, en termes d'investissement, il avait besoin de la garantie de l'État. Ceux qui arrivent là, ceux qui venaient, ses concurrents, oui, ne demandaient pas la garantie de l'État. Ils investissaient, des vrais investisseurs. Donc on avait affaire à un véritable scandale. Crime économique de très haut niveau. Contre la du port. Lorsque les informations sont parvenues à la hiérarchie, avec tout le travail que nous avons fait, avec le travail même que tous les compatriotes ont fait, n'est-ce pas? Le président a anticipé, et c'est la fin de la concession, en créant les dispositions pour qu'on puisse gérer le port en régie. C'est l'origine de cette régie, terminale à conteneur. Oui. M. Bolloré s'entend sa fin prochaine, dans le cadre du port autonome de Douala, a engagé une campagne de lobbying terrible pour, c'est même pas une concession, c'est-à-dire c'est même pas une reprise de concession, pour arracher le port. C'est carrément comme, il voulait, c'est-à-dire, là il voulait, c'était même plus une concession là, c'est-à-dire, c'était pour confisquer le port. Une campagne terrible qui a consisté d'abord à saboter, dénigrer le port une fois qu'il a échoué. Il a engagé une campagne internationale pour salir, dénigrer les Camerounais et leur incapacité à gérer le port, en disant que lui, il était la caution. C'est sa présence qui était la caution au niveau international pour rassurer les différents partenaires, n'est-ce pas, du port autonome de Douala, et que s'il partait, le port devait s'écrouler complètement. Il a écrit au président
en le menaçant avec un mot voilé. Parce que quand vous écrivez une lettre à un président et qu'à la fin vous écrivez avec votre bic, nous savons décoder ça. Dans le langage codé, c'est une signification. Ce ne sont pas les amitiés simplement. Il y a la dimension de l'amitié, mais en même temps derrière, il y a le chantage. Que si tu ne satisfais pas ce que tu es en train de te dire, tu verras. Parce qu'il a dit, il dit au président de se rappeler de leurs bons souvenirs. C'est écrit avec le bic, hein? Oui, on se rappelle bien de la lettre. Quel est le président? Oui. Pour vous dire à quel niveau on est arrivé. C'est-à-dire des menaces directes au président. Pour dire que si je perds ça, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est bon. Eh bien, il a perdu le port. Et son état dans l'état s'est mis en branle pour dire que, comme il est parti là, le port là ne va pas bouger. Ces gens sont incompétents. Cette incompétence affichée, comme maintenant on voulait dire que ils vont tout faire pour que Sylvie Ngoï et son équipe échouent. Justement. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit le contraire d'ailleurs. Au bout de 6 mois. D'ailleurs, 20 jours seulement après son départ, avec tout le sabotage qu'il a fait, y compris dans l'outil informatique. Dans l'outil informatique, appelle justement le logiciel TOS Oscar qu'il a refusé. Pour bloquer carrément d'ailleurs, il a bloqué justement le 20 logiciel jours, TOS Oscar. Oui. Sur 20 jours, après le départ de M. Bolloré, l'équipe Ngo faisait des résultats supérieurs à M. Bolloré 20 jours après son départ. C'est pas que vous comprenez. Oui. Si vous intégrez la succession chaotique qu'il y a eu, pour rester problème poli, chaotique qu'il y a eu, sur 20 jours, les 20 premiers jours, réaliser déjà une telle performance était déjà un indicateur. Maintenant, sur 6 mois, qu'est-ce qu'on voit? Un chiffre d'affaires de près de 24 presque 24 milliards de francs. Oui. Mais, après avoir baissé le coût de prestation de 10%, de 10%, mettons le contexte de la pandémie. Oui. Mais il y a plus. Ces gars sont porteurs. Ils sont en train de faire des grands bonds dans la dynamique de modernisation du port, avec l'équipement du port en un service public de défense incendie et d'un service d'offre en eau potable à toute la communauté portuaire. Mais il y a plus grave, c'est que ces 2 projets-là, réalisés, seront mis à disposition de la ville de Douala en cas de besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. M. Bolloré disait que non, il avait mis le port au niveau des standards internationaux. Or, parmi les standards internationaux, vous devez avoir ce que je viens de vous dire là. Vous devez avoir au minimum un service de défense publique, un service public de défense incendie. Vous devez avoir au moins de l'eau potable dans la communauté portuaire. Vous ne parler que de ça. Mais comment Bolloré pouvait... Pendant des années, donc, il n'y a pas eu de l'eau. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est le minimum, hein. Ça, c'est le minimum. Donc, il n'y avait pas ça. Comment donc il faisait donc pour nous garantir, pour garantir au port les standards internationaux, alors que le minimum requis là, il n'y avait pas ça. Et que les gars, en un semestre, ont déjà... Tout est bouclé, hein, avec Finlande. Tout est bouclé. C'est un projet qui monte à près de 25 milliards de francs. C'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. En 6 mois. J'ai dit en 6 mois, c'est déjà bouclé. Les travaux vont commencer là bientôt. Et en plus de tous les dérivés techniques en matière d'acquisition de savoir-faire technique sur l'affaire, nous aurons une équipe d'élite de sapeurs-pompiers que la ville de Douala pourra mobiliser en temps réel, en cas de besoin. Voilà les performances du port en 6 mois, dans les mains des Camerounais. Vous n'êtes pas fiers de ça? Qui n'est pas en train de voir que ça, cette expérience-ci peut être élargie à tout à l'heure on parlait justement des entreprises publiques. Très bien, mais tout ça peut être élargi. L'exemple du port peut faire florès au niveau de tout le portefeuille de l'État en matière d'entreprise publique. Donc je suis très satisfait. Je suis un Camerounais comblé. Et j'ai envie de dire, pour paraphraser un très très grand monsieur, un seul mot, continue. Docteur Yam, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve le contraire, donc, si un temps son peu Bolloré a passé toutes ces années au port autonome de Douala, il a finalement perdu du temps aux Camerounais. Mais non seulement il leur a perdu du temps, il a également pris, il faut le dire, hein, leur argent. Notre culture nous interdit la rancœur ou la rancune. Notre culture nous interdit ce genre de choses. Donc, je ne parlerai pas de cette partie de notre vie et je ne parlerai pas de cette personne. Ce dont je vous parlerai, moi, c'est de questions de manière générale qui concernent notre pays et dont la régie des terminals à conteneurs, la RTC, devrait servir d'illustration. Vous vous souvenez de mon propos sur Camerco.
Vous vous souvenez de mon propos hier encore sur la santé. Oui. Et aujourd'hui, vous mettez sur le plateau la question de la RTC. Je ne cesse de dire deux choses fondamentales. La première, il y a des secteurs qui participent de ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'aide confiée à des étrangers. C'est dire, ce sont des secteurs où vous gagnez de l'argent au quotidien. Vous avez du cash. Au quotidien. Quotidien, là, il y a de l'argent. Cash flow. Cash. Oui, du cash. Vous avez les ports, les aéroports, des compagnies aériennes, rails, le transport aérien, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas les confier à des étrangers. Non. Et on va au-delà. On va au-delà. Vous avez des choses même comme l'électricité, l'eau. Il y a ce qu'on appelle en même temps des activités sensibles qui relèvent de la sécurité nationale. Vous ne pouvez pas vous permettre de les confier à des personnes qui viennent de l'étranger. La sécurité nationale, ce n'est pas simplement des enjeux liés au fait qu'on va vous faire la guerre ou on va vous attaquer, non. Ça va dans le sens de dire, ce sont des secteurs qui vous permettent, par exemple, hier on parlait de la santé des populations. Les populations en santé, oui, sont des populations qui peuvent produire, mais ce sont également des activités ou, si vous voulez, des secteurs qui ont un fort potentiel de développement et de maîtrise technologique. Mais monsieur, le port, c'est la concentration de pratiquement toutes les technologies que vous pouvez imaginer. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pôle où il vous est donné la capacité de développer toutes les technologies possibles et vous décidez de confier ça à quelqu'un qui d'ailleurs n'avait jamais géré un port avant ça. Il y a là quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé. Je crois que le président Bandakani en a parlé un peu et que les Camerounais aujourd'hui sont tournés vers l'avenir et un avenir qui s'annonce clairement radieux. Tout à l'heure, vous parliez du logiciel qui s'est avéré... Tososcar. Non, le nouveau logiciel, CAM6, oui, qui s'est avéré rapide. Non, il ne s'est pas avéré rapide. C'est les informaticiens camerounais qui l'ont adapté de telle manière qu'il soit optimisé. Nous devons savoir, quand cela, nous en avons l'occasion, oui, rendre hommage aux nôtres. C'est une opportunité de fierté. C'est une opportunité de dire merci, les gars, d'avoir fait le boulot que vous avez fait. D'avoir prouvé que ce qui semblait être titanesque, compliqué, difficile, presque impossible, nous pouvons le faire. Et ces gars-là, qui tiennent le port autonome là, ce ne sont pas des types qui ont 70 ans. Ce sont des jeunes gens. Justement. Ce sont des jeunes gens qui prouvent à suffisance que lorsque les Camerounais veulent, ils peuvent le faire. Lorsque les Camerounais le veulent, ils peuvent le faire. Et je crois que notre port, dans un contexte, dans le contexte des problèmes de sécurité que nous avons en ce moment dans le pays, vous vous souvenez de beaucoup d'incidents. On a retrouvé des armes, par exemple, ou des conteneurs remplis d'armes, des conteneurs bizarres, oui, en Gaoundé, qui ont profité du système roll-on, roll-off, donc port, rail, etc. Il faudrait que nous ayons des stratégies de rupture, de continuité, qui vont se produire grâce à un contrôle strict et permanent de l'État sur un certain nombre d'infrastructures qui relèvent de la sécurité nationale et qui doivent être nationalisées. Nous avons des activités qui doivent être nationalisées. L'électricité, la partie distribution au moins, l'eau, l'eau vraiment toute la chaîne, parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un produire de l'eau pour vous. Toute la chaîne doit être nationalisée. Les ports, les aéroports, les communications, les télécoms doivent être, les rails, au moins bien contrôlés et avec une forte présence de l'État. Le rail, parce que je vais vous dire une chose, il n'y a que les Camerounais, s'ils reprenaient le rail aujourd'hui, qui pourraient dire, dans le cadre de la CEMAC et du programme économique prioritaire de la CEMAC, nous allons normaliser l'écartement des rails et pouvoir donc aller de Pointe-Noire à N'Djamena, de Bamenda à Bangui,
Mais tant que ce n'est pas eux qui gèrent, pourquoi est-ce que les autres vont faire un tel effort? Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. C'est pour cette raison que vous avez maintenant, on vous dit la sécurité incendie, l'eau potable dans le port. Mais pourquoi vous voulez qu'un étranger s'intéresse au fait que vous, les Camerounais, vous avez bu de l'eau ou pas? Que vous avez des toilettes ou pas? Ça ne les intéresse pas. Dans le port. Vous êtes Camerounais, vous savez que vos compatriotes, ils aiment boire de l'eau. Ce sont des types qui vivent dans un environnement humide où ils boivent de l'eau tout le temps. Donc il faut qu'ils aient de l'eau. Et je suis persuadé que c'est l'occasion qui fait le larron. Vous savez, nous n'aurions jamais pu imaginer que le directeur général du port autonome aurait pu avoir la capacité d'organiser ce genre de choses si l'occasion ne s'était pas présentée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une chose extrêmement importante, la valorisation des ressources humaines locales. Il y a une jeune dame qui a écrit qui avait donné une interview et qui a écrit un article extrêmement intéressant sur cette question. Elle s'appelle Biwole Fouda, qui devait être à l'ISMP, quelque chose comme ça. Oui, Madame Biwole. Oui, voilà. Et j'avais beaucoup, voilà, et j'avais beaucoup apprécié le fait que nous ayons quelqu'un qui forme les gens en management public et qui disent, si vous valorisez les ressources locales, les ressources humaines locales, il est fort possible que parce qu'elles sont les seules qui soient imbibées des attentes, des rêves, des besoins, de la connaissance intime de la vie locale, elles sont certainement les plus à même de pouvoir apporter les solutions les plus adaptées aux problèmes des Camerounais. C'était très intelligent. Et je crois que c'est cette intelligence qui se déploie là, au port autonome de Douala en ce moment. Et nous ne pouvons plus, aujourd'hui, je crois que s'il y a une seule entreprise publique pour laquelle on s'en va chercher un partenaire stratégique pour venir gérer, je crois que ce sera une grosse faute de gestion. Parce que nous avons à suffisance une illustration de la capacité des Camerounais à gérer eux-mêmes leurs propres biens. Nous avons une illustration de la capacité des Camerounais à prendre en charge leur propre destin. Nous ne disons pas que les Camerounais n'ont pas collaboré avec des gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que la décision, l'organisation, la structuration, la vision, la programmation, la responsabilité ultime doivent être celles des Camerounais parce qu'il s'agit de notre pays. Et parce qu'il s'agit de s'assurer que nous créons les conditions d'une économie prospère. Je vous rappelle que si le port de Douala fonctionnait de manière optimale, vous n'auriez pas de chômage dans cette ville. Sur le plan économique, vous n'auriez pas de chômage. Mais lorsque vous avez un port qui est congestionné, lorsque vous avez des activités uniquement c'est-à-dire que d'exportation de produits bruts, mais c'est un port colonial. Sauf qu'aujourd'hui, il s'agit de ne pas faire du port un espace, c'est-à-dire le port, la vision coloniale du port qui est simplement pour faire partir, pour sortir les matières premières, il faut que ça cesse. Le port doit devenir un pôle économique en soi. Vous imaginez bien le port de Douala avec tout ce qu'il a toujours comporté. Un chantier naval industriel, un terminal à conteneurs, des parcs à bois qui sont en réalité des pôles d'industrie du bois. Mais il s'agit, et vous comprenez toute l'orientation vers la qualité. Il ne s'agit pas seulement de dire on a fait un tonnage de temps, mais il s'agit de dire quelle est la qualité de ce qu'on a fait passer par le port. Et qu'est-ce que le port lui-même offre en termes de services. Vous vous souvenez des problèmes de dragage du chenal du port? Vous savez qu'on n'en parle plus depuis des années. Mais pourquoi personne n'en parle plus? Parce que c'est les citoyens, c'est nos compatriotes qui s'en occupent et qui s'en occupent bien. Il n'y a plus de capitaines de navires qui se plaignent de l'ensablement du chenal. Mais tous ces éléments de qualité de la gestion du port doivent être mis en avant. Et c'est fort dommage quelquefois que notre gouvernement ne communique pas là-dessus suffisamment. Après le conseil d'administration d'hier, je crois que le ministre des Transports, le ministre de la Communication, le ministre de l'Économie aurait dû s'asseoir ou devrait s'asseoir cette semaine pour faire une communication gouvernementale sur cette question-là. Nous devons apprendre à raconter des histoires de réussite. Nous devons apprendre à raconter des histoires bonnes, positives, des histoires qui redonnent de l'espoir à notre peuple. Nous devons apprendre à dire à toute
à ne plus simplement entendre dans les discours du président « Jeunes gens, prenez votre pays ». Non, il faut encore leur donner l'opportunité de prendre leur pays. Là, on leur a donné le port, la régie le terminal à conteneurs. Est-ce qu'on ne voit pas que ces jeunes-là, vous leur avez confié le terminal à conteneurs pour la première fois depuis des dizaines d'années, ils sont en train de verser de l'argent en moins de 6 mois dans le trésor public? Est-ce que nous ne sommes pas contents de cela? Donc, je crois que, au fond, le problème qui vient d'être résolu au port autonome de Douala relativement à son conteneur à terminal indique la voie. Indique la voie. Et notre gouvernement doit parler de ce genre de choses aussi souvent, aussi longtemps et partout où il est possible d'en parler pour valoriser le peuple grâce auquel il vit. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers André Kisefanga. André Kisefanga, justement, vous avez suivi les uns les autres, le président Badakani, le docteur Yam, qui nous font savoir que justement, il faut apprendre, il veut dire à réciter même la réussite, le succès des Camerounais. Hier d'ailleurs, lors du conseil d'administration, eh bien, on a encore donné l'opportunité, en tout cas à ces jeunes, de se mouvoir davantage jusqu'en 2024, de montrer leur savoir-faire. Merci Jocelyn Ngos. Je crois que Dr Yam Timba et le président Bandakani ont bien planté le décor. J'ai beaucoup apprécié Dr Yam parce que vraiment notre culture nous apprend de ne pas regarder en arrière. Parce qu'un monsieur comme Bolloré devait être pendu. Il devait être pendu. Vous ne pouvez pas sacrifier la vie de milliers de Camerounais parce que vous voulez être extrêmement riche. Et je voudrais vous annoncer qu'il y a des compressions. On est en train de chasser dans la plupart des entreprises de Bolloré. Parce que la plus grande source de revenus, qui était le port, ou bien le terminal à conteneurs. Cette source Atari. Donc, il y a les compressions. Donc, c'est la poule aux œufs d'or qui a été enlevée entre les mains de Bolloré. Donc, aujourd'hui, nous voyons que Bolloré ne valait pas grand-chose en dehors du terminal. Bolloré ne venait pas justement développer le Cameroun, hein? Écoutez, tout le monde doit le savoir, non? On doit le savoir, mais nous avons un contrat de concession. On avait un contrat de concession par rapport entre Bolloré et, c'est-à-dire DIT, qui était l'entreprise de gestionnaire du terminal à conteneurs, et le port du Cameroun et l'État du Cameroun, parce que c'est l'État du Cameroun. Le port autonome appartient à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun est le seul actionnaire majoritaire de ce port-là. Donc, M. Bolloré Vincent a fait beaucoup de mal aux Camerounais. Il a essayé d'organiser une mafia. Quelques gars, on les a dit non, on va vous envoyer à Abidjan, on va vous poster un peu dans on va vous recruter dans d'autres, sabotez-moi d'affaires là, et voilà, on va vous poster, on va vous envoyer dans quelques directions, dans d'autres entreprises. Et une dame et un monsieur que je ne cite pas les noms, ont pris les clés, le système informatique, ils sont allés se cacher à Bafoussam. Qui est devenu inexploitable d'ailleurs, hein, il faut le dire, juste après que Bolloré ait perdu le terminal à conteneurs. C'est ça la clé pour travailler. Mais, heureusement, il faut beaucoup prier pour M. Cyrus Ngor. Parce que ce monsieur a risqué sa vie. A risqué tout ce qu'il fallait. Parce que M. Bolloré, lui, il est habitué même à assassiner. Mais c'est un tueur. Pourquoi tu appelles il est habitué à assassiner. C'est un tueur. Il est habitué à détruire tout au passage pour ses intérêts personnels. Donc, il ne s'amuse pas dans ce sens-là. Vous pouvez aller demander à Feuilletundi Oyono, vous pouvez aller demander à tous ceux qui se sont attaqués à tous les points de ressources de Bolloré, ce qui leur est arrivé. Donc, vous comprenez qu'en réalité, et ce n'est pas M. Job qui me dira le contraire, parce qu'aujourd'hui, on a annulé le poste de directeur régional qui coordonnait toute l'Afrique, parce qu'en réalité, il y avait un gros salaire, de gros avantages. Maintenant, on l'a réduit à directeur d'Afrique centrale. Vous comprenez un peu? Donc, vous comprenez que c'est en train de baisser. Il y a une véritable chute libre au niveau du port autonome de Douala, au niveau de DIT, au niveau du groupe Bolloré au Cameroun. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans une logique où M. Vincent Bolloré a tellement fait de mal au Camerounais. Maintenant, la RTC, ils ont voulu embarquer d'autres jeunes Camerounais, mais d'autres jeunes Camerounais ont relevé le défi. Parce qu'en 2 jours, on a pu mettre en place un nouveau système qui a permis que la RTC puisse
travailler. Parce que les gens ne s'imaginaient pas. D'ailleurs, il avait prédit un naufrage catastrophique à la RTC. Mais le naufrage n'a pas eu lieu. On a refait un système informatique qui fonctionne à merveille et par des jeunes Camerounais. Et aujourd'hui, c'est des jeunes Camerounais qui reprouvent encore que nous sommes capables de faire ce travail portuaire. Parce qu'en réalité, tous les métiers portuaires sont entre les mains des Camerounais aujourd'hui. Nous sommes capables. Parce qu'on nous avait dit non. Écoutez, le lamage, quand on parle, on utilise des gros termes techniques, c'est simplement apprendre une corde, attacher un bateau et attacher un piquet, c'est tout. Donc, les gens, prendre de la bouée de bas, bouée 21, à conduire le bateau jusqu'à... Et c'est des bateaux, les petits bateaux qui accompagnent, c'est des bateaux qui appartiennent aux Camerounais, c'est-à-dire au port camerounais. Et c'est les Camerounais qui conduisent, mais quelqu'un vient vous facturer ça. Il va avec cet argent. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a trop de gabégie parce qu'il y a une certaine catégorie de dirigeants qui sont arrivés parce que c'est quand même incroyable. Le port, d'abord, Vincent Bolloré obtient le port alors qu'il n'était pas le meilleur candidat pour cette concession. Il y avait Procosa qui était là. Ouais, bien sûr. Dubi, qui était le DG de Procosa, qui avait la meilleure offre. Donc, vous comprenez qu'il y a un travail de mafia qui s'est mis en place. Et là, avec la complicité de certains Camerounais également, c'est là où je joins le président Bandakani. Voilà. C'est là où je joins le président Bandakani. En réalité, il y avait une logique de déstabilisation de M. Vincent Bolloré avec ses amis intérieurs parce que après, il préparait justement, le G11 avait déjà mis ses armes en place pour dire que bon, ok, la génération 2011 va prendre le pouvoir et vous allez retrouver que tous ceux qui ont aidé Bolloré étaient dans le G11 et finalement tous sont en prison aujourd'hui. Donc, vous comprenez que la RTC aujourd'hui est venue valoriser le potentiel camerounais, est venue dire aux Camerounais que mais, tous les métiers portuaires, vous les connaissez. On a toujours travaillé ce port-là. Dès la création jusqu'à aujourd'hui, c'est des Camerounais qui travaillent. La plupart de ceux qui viennent là ne sont que quelques blancs qui ne supervisent que alors que les vrais métiers portuaires sont pratiqués par des Camerounais. Donc, la RTC vient de prouver à la face du monde que notre port est capable d'être productif. Parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir tant de milliards dans les caisses. Surtout en période... de crise du Covid-19 sanitaire, oui. Avec une réduction de 10%. Vous comprenez? Donc, mais c'est extraordinaire. Cela veut dire que pendant les temps de vaches grasses, sûrement on pourra avoir un peu plus alors. Mais bien sûr, on va aller plus que cela. Mais le port va devenir véritablement une mine d'or où on va retrouver la vraie mine d'or que nous avons perdue ou bien que nous avons livrée à un étranger. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement davantage faire écho de tout ce que les Camerounais font de bien. Parce que la vérité, c'est que on ne veut pas commencer à tirer sur ceux qui ont fait des micmacs et tout le reste. Non. Aujourd'hui, on est là pour dire oui. Nous sommes performants, nous sommes compétents, nous avons la qualité, nous avons l'expertise. Et ça, il ne faut plus aller chercher ailleurs pour venir dire que non, voilà, on va faire. Parce que c'est la même merde qu'on est en train de vouloir faire à Kribi. C'est pas la même merde. Il faut préciser par ailleurs à nos téléspectateurs qu'hier, il faut le dire, le terminal polyvalent du port de Kribi, c'est l'entreprise philippine ICTSI qui est entrée en scène. Là, donc, signé d'ailleurs, le contrat de concession a été signé hier par les parties prenantes en 2020 dans la cité balnéaire. Donc c'est encore une autre erreur qui a été faite pour vous, messieurs. Mais il y avait des Camerounais un consortium de Camerounais qu'on appelle KPMO qui gérait ce port et qui n'ont jamais eu de problème. Je dis jamais eu de problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché donc, comme on dit souvent au quartier? C'est pour ça que je dis que ce matin, nous sommes là pour vanter les performances des Camerounais. Donc, on ne veut pas entrer maintenant avec les fusils pour commencer à tirer sur ceux qui ne marchent pas ou bien ceux qui ont pactisé avec les lobbies internationaux pour détruire notre nation. Donc, on est dans la régie à conteneur du terminal à conteneur de Douala, oui. Du port autonome de Douala, qui a prouvé à tout le monde entier que l'expertise camerounaise est valable et vendable. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que les Camerounais ont fait en 6 mois, Bolloré nous a trompés.
et toute son équipe nous ont trompés depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous relevez plus grave. Même des magistrats camerounais sont entrés dans le jeu. C'est la première fois. On nous a toujours dit que non, la justice est comme une grand-mère. Quand elle décide d'aller au champ, elle finit par arriver au champ et rentrer. Donc, les décisions de justice peuvent durer longtemps, mais c'est la première fois où on voit une décision de justice prise au Cameroun en 1 heure de temps. Merci beaucoup. Albert Anatole est ici, jusqu'à peu de contraire. 6 mois seulement après que le terminal conteneur soit remis justement aux Camerounais, vous pensez que, comme le conseil d'administration a eu lieu hier, on leur a encore ajouté, il faut le dire, quelques 4 années encore, jusqu'en 2024, on va toujours continuer à sabler le champagne? Ou peut-être qu'il y aura des couacs. Écoutez Steve, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la mémoire de Emmanuel Tunyono, qui a été le déclencheur du processus de modernisation du terminal à conteneurs. Il a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. Vous vous rappelez qu'il est venu la première fois en tant que directeur général. Il a fait l'objet de beaucoup de batailles. Finalement, on a dû le mettre de côté. Il est revenu, seconde fois. Justement, c'est là où il a pratiquement payé de sa vie. Je vous coupe, Anatole. Le président au comice a demandé à Etundo Yono comment va le port autonome de Douala alors qu'il était déjà DG de la Maïtu. Donc, on peut parler du port de la Bonabéry sans évoquer l'État dans l'État. Ce Camerounais-là. L'État dans l'État. Oui, on ne peut pas justement parler de ces débats de ce matin sans justement évoquer Etundo Yono. Oui, salut sa mémoire. Absolument. Vous savez, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure dans votre propos introductif, le conseil d'administration du port autonome, la RTC s'est tenu hier, et il s'est tenu à Yaoundé, pas à Paris, parce que habituellement il se tenait à Paris, oui, avec toutes les implications financières imaginables, et ce n'était pas moins de 500 millions qui étaient dépensés. Donc, ça nous fait déjà une économie substantielle de fait que ça se soit tenu du côté de Yaoundé, la capitale. Oui. Même si tout le monde avait une suite dans le plus bel hôtel. Non, c'est pas grave. On pas le même ça tourne au Cameroun. Merci de nous Allez-y, Albert. Voilà, c'est déjà quelque chose. Mais on ne peut pas raconter l'histoire de la régie du terminal conteneur sans revenir un peu en arrière. Vous savez qu'après l'Office national des ports du Cameroun, il y a eu on a mis en place International Terminal Service, groupement d'intérêt économique, qui est ITSG en abrégé. Je crois que c'était dont le contrat de concession était on ne peut plus que Léona. C'était à l'époque de M. Siam Sewi qui est encore en vie. Et il nous souvient également que cette entreprise ITSG n'avait pas de logistique, n'avait pas de ressources humaines. C'est-à-dire, c'est dans le personnel du port autonome, c'est dans le personnel de l'ex-ONPC que cette structure puisait et la ressource humaine et la logistique. Et vous savez combien elle reversait au port autonome de Douala au titre de redevance portière? 2 milliards annuels. 2 milliards annuels. 2 milliards. Pourtant, on a là 23 milliards en 6 Non, je parle du TSCG. Oui. C'était 2 milliards. Et ITS était géré en back-office par justement le groupe Bolloré. C'est-à-dire pour le préciser, pour l'histoire, il ne faut pas qu'on parle de la RDC sans évoquer cela. Sans qui l'ont amené ici, c'est clair, non? Donc, maintenant, au moment où je fais partie des journalistes qui ont dénoncé ce scandale. À l'époque, c'est M. Etondekoto Edouard qui était le président du conseil d'administration du port autonome de Douala. Oui. Voilà. Donc, si aujourd'hui ils se sont retrouvés dans les mailles judiciaires, c'est relativement par rapport à ce dossier. Maintenant, à la suite de l'article que nous avons fait en tant que journaliste, le gouvernement a été informé qu'il y avait des choses pas très catholiques qui se passaient du côté du terminal à conteneurs. Et on crée donc sur les cendres de ITSGIE DIT. Ça se passe en 2004 dans un hôtel de la ville de Douala. Chamsi vous fait venir Bolloré. À l'époque, c'était un ministre, un originaire de l'Est qui était, son nom va me revenir, c'était moi au cours de cette émission, qui était le ministre des Transports. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il est juste venu paraffer quelque chose qui avait été préparé entre Bolloré et Siam Sewi. Ça s'est passé un soir. C'était Salé. C'était le ministre Salé qui était à l'époque ministre des Transports. Ça s'est passé à l'hôtel Méridien à l'époque. Ils ont changé de dénomination. Donc aujourd'hui, nous avons connu le contrat de concession de DIT, du moins du groupe Bolloré, majoritaire, actionnaire majoritaire. Nous savons comment ça s'est passé.
Et nous savons également que la congestion de l'espace portuaire du terminal conteneur était volontaire. D'abord parce que la cognée qui a été sollicitée, dont l'expertise a été sollicitée, avait tout sauf la logistique pour faire ce travail. Et tout est mis en œuvre pour que justement le port de Douala ne soit pas compétitif. Et vous avez constaté qu'effectivement, le port n'était pas compétitif. Pour les armateurs, c'était devenu un gouffre à sous. Parce que vous savez que quand un bâtiment, un navire arrive avec la marchandise, il a très peu de temps à passer pour décharger et charger. Donc quand vous lui perdez du temps, votre port n'est plus compétitif. Et de moins en moins, le port de Douala-Bonabéry était sollicité. Donc c'était quoi? C'était donc l'histoire du Bolloré. Maintenant, quand j'ai évoqué cela, nous nous félicitons tous ici du fait qu'il y a une nationalisation provisoire, n'est-ce pas, de la gestion du terminal conteneur. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites parce que dans le contrat de concession de Bolloré, il était question de moderniser l'espace portuaire, notamment, non seulement en mettant les infrastructures de base, mais surtout les portiques. Dans le cas de charge, il y avait 3 portiques. Dans le cas de charge du groupe Bolloré, il y avait 3 portiques. Et je crois qu'actuellement, il y a peut-être 2. Parce que dans le temps, il y avait même un portique qui tombait en panne, il fallait se battre. Quelquefois, quand vous avez des bateaux qui n'avaient pas de portique, c'était compliqué. Donc, je pense que le 3e portique, certainement, il est là. Oui, il est là. Voilà. Ce qui renforce donc justement le rendement, la performance, l'exploitation au niveau du port. Je crois qu'il est essentiel qu'au regard de ce qui se passe au niveau de la régie des terminaux conteneurs, que ça parle justement au gouvernement. Parce qu'il y a une véritable bagarre. Tout à l'heure, j'ai convoqué la mémoire de Tounou. Pourquoi? Parce que même à l'intérieur même de la présidence de la République, il a fait l'objet de beaucoup de batailles. Ça, il faut le dire. Quand il a informé le président de la République de ce que des goulots d'étranglement qui rendaient le port autonome non compétitif se trouvaient en interne. Il a fait l'objet de beaucoup de batailles. Je pense que Cyril Ngo, lui, il a fait l'objet, il a bénéficié justement n'est-ce pas, du soutien du chef de l'État. Parce qu'il vous souvient quand même avant la création, la mise en place de la RTC. Du fait que l'opinion a été totalement sensibilisée sur le problème que tu as au cours des dernières années. Voilà. Donc je pense que au moment où la RTC est mise en place, le chemin était pratiquement balisé parce qu'il vous souvient qu'il y a eu un appel d'offres international pour justement la concession du terminal conteneur. Et en dernier ressort, il était question que ce soit le groupe suisse TL qui l'emporte. Malheureusement, M. Bolloré, comme il a toujours une cadence dans sa manche, il a sorti, n'est-ce pas, un blocage judiciaire. Je dois préciser en passant que du temps du groupe Bolloré, les opérateurs portuaires locaux ne représentaient que 5% des intérêts. Alors que normalement, ils devaient représenter au moins 30% dans le cas de charge. Donc, ça également, c'est important d'apporter cette précision. Absolument. Oui, absolument. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose que le port autonome de Douala soit justement se fixe les objectifs de performance. La preuve, c'est que dans son communiqué d'hier, le président du conseil d'administration a justement indiqué fort opportunément que non seulement il faut renforcer les objectifs de performance du ETC, mais il faut la réorganiser. Et là, de ce point de vue, ça m'inspire un problème personnel en tant que citoyen, observateur de la gestion portuaire, notamment pour ce qui est du casting. Parce qu'il y a un directeur délégué qui, initialement, a fait l'objet de poursuites judiciaires dans l'affaire Siamsoui, M. Faustin Dingana. Il avait été condamné dans le cadre de cette affaire. Donc c'est un repris de justice. Donc au moment où il ne sait pas par quelle alchimie se retrouvait en train d'être intégré dans le personnel du port, et au moment où il est rappelé en tant que directeur délégué de la ETC, il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis 6 mois. Bon, moi je pense donc que pour les raisons d'éthique, et surtout pour le respect de la loi, quelqu'un qui a fait l'objet d'une condamnation pour indélicatesse
il ne devait pas gérer des fonds publics. C'est à ce niveau qu'il y a, à mon sens. Mais pour le reste, je pense que ce monsieur est arrivé à la RTC, il y a eu un tollé général dans l'espace portuaire, notamment à l'intérieur même du port autonome de Douala, parce qu'on contestait ces nominations. Comment se fait-il que, bien qu'il soit le protégé du DG, tout le monde le sait, mais on peut quand même lui trouver une alternative à l'intérieur, parmi les ressources humaines dont le port dispose à profusion. Donc je pense que, d'une manière générale, il faut se féliciter, à mon sens, de la nationalisation provisoire, parce que c'est encore provisoire. Parce qu'on ne sait pas si, véritablement, le gouvernement va tirer les conséquences des performances actuelles. Il faut quand même indiquer que 23 milliards, pratiquement 24 milliards, c'est la redevance que payait Bolloré au port autonome de Douala par an. 24 milliards par an. Et que les nationaux ont pu avoir en 6 mois. Président Badakani, il ne faut pas également oublier de dire à nos téléspectateurs que nous sommes justement en direct sur Facebook. Il ne faut pas également l'oublier, nous sommes en direct sur Facebook tous les matins entre 7h et 9h. Justement, c'est dit bien ce matin. Nous sommes en direct sur Facebook pour tous les internautes et sans oublier bien sûr ceux qui aiment bien les réseaux sociaux. Président Badakani, sur d'autres cieux, on avait crié haut et fort que nous ne voulions plus Bolloré au port autonome de Douala. On a d'ailleurs fait des débats là-dessus pour dire au monde entier et surtout à tous les Camerounais que nous en avions marre de sa gestion justement du port autonome de Douala. Aujourd'hui, la RTC nous montre plutôt le contraire, que quelque part on peut compter sur les Camerounais. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais on a souvent l'impression qu'ailleurs, on fait toujours les mêmes erreurs. Avant ça, je voudrais saluer vraiment la pertinence de tous ceux qui m'ont précédé. Oui. Je ne sais pas si Anatole a bien vérifié le chiffre. Quand il dit qu'il versait 24 milliards par an, il faut vérifier. Il faut vérifier, non. Il faut vérifier. Il est parti avec le Cameroun, lui réclamait 24 milliards de francs, justement, comme par hasard. Là, c'était les droits de stationnement perçus, les droits de stationnement des pénalités, non, pénalités perçus non reversés. Ce sont les droits. Il ne les a pas encore payés jusqu'à maintenant? Non, il ne les a pas payés. 24 milliards. Il conditionnait 24 milliards de paiement de droits de pénalité de la concession. Ouais, c'était des droits de pénalité. Entre autres. Et il est parti avec les salaires des personnels. Il n'est pas possible qu'il ait versé 24 milliards par an à l'État du Cameroun. C'est impossible. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai. Il faudra qu'on vérifie ça. Il faudra qu'on vérifie. Donc, je dis, pour revenir à votre question. Je veux que vous fassiez allusion au port de Kribi. Oui. Quand il vous voit. Peut-être qu'il faudra faire une émission spéciale là-dessus. Je suis encore prudent. Je suis prudent, je vais vous dire pourquoi. Je suis prudent parce que je ne veux pas attaquer. Je ne veux pas que nous dégainons très tôt. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui étaient en première ligne dans le projet du port du Kribi, c'était toujours le réseau Bolloré. Oui. Et si vous voyez le rôle que jouait le port autonome de Douala dans la trésorerie de M. Bolloré, le montage de ses affaires, même au niveau international, vous comprenez dans quelle perspective le port de Kribi a été monté et présenté au chef de l'État. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Je veux dire que l'architecture originelle de ce port, c'est-à-dire que le projet originel du port de Kribi, ce n'est pas ce qu'on a présenté, qu'on a vendu au président. Je voudrais vous rappeler que dans l'attribution de ce port, Oui. tout le monde connaît l'histoire. M. Bolloré avait échoué comme un élève échoue à l'examen en classe, il avait échoué, avec des résultats très très décevants. Mais on se demande comment il avait fait pour rebondir et se retrouver pratiquement en train de gérer le port de Kribi. François Hollande avait fait un tour au Cameroun. On se demande. Aussi. Alors, on se demande comment il avait fait. Et pourquoi il tenait tant à ce port. Pourquoi il tenait tant à ce port. Et quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, parce qu'il a perdu le port de Douala, il perd le port de Kribi, et on est en train de voir la descente aux enfers Oui. de cette entreprise, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Quand on vous dit aujourd'hui que les amateurs sont satisfaits des prestations du port autonome de Douala,
ou bien du combinat portuaire Douala-Bonabéry, comme on dit aussi dans le jargon technique, oui. et posez-vous les questions. L'une des raisons pour lesquelles on lançait le port, c'était le port de Kribi, était de faire satisfaction aux amateurs, avec la question de la profondeur. Mais comment se passe aujourd'hui que les amateurs sont satisfaits? Posez-vous les questions. Tout à l'heure, le docteur vous a convoqué, n'est-ce pas, l'affaire du dragage et du chénal. Si vous voulez faire une émission sur le dragage du chénal sur M. Bolloré, la maison va exploser. Seulement le dragage. Vous allez voir le niveau de criminalité de ces gens. Et de son état dans l'état qu'il avait créé au Cameroun. Vous allez voir. Il dit que, faites, si vous voulez, M. Ngo, je vous demande, faites une émission seulement sur le dragage du port. Nous, on viendra ici avec les chiffres. Vous allez voir de quoi ces gens sont capables. Dites-moi par quelle magie aujourd'hui, les amateurs sont très contents. Mais il faut la magie. Ou bien par quelle magie le port autonome est finalement devenu très profond. Pour parler comme ça. Subitement très profond. Donc, moi je suis prudent parce que étudions bien l'affaire du port de Kribi pour voir pourquoi, n'est-ce pas, les autorités du Cameroun pour l'instant ont préféré jouer la carte de l'étranger. D'ailleurs, il faut d'abord qu'on étudie même très bien ce prestataire philippin-là. Qui est-ce? Il faut savoir qui il est. Il ne peut être qu'un printemps. Il peut être une façade. Il faut qu'on étudie ça très bien. On peut avoir affaire à une façade. Justement, pourquoi je vous pose la question? Pourquoi est-ce qu'on fait les mêmes erreurs? Alors qu'on a une expertise, justement, ici, aujourd'hui, au port autonome de Douala. On dit la même chose, mais autrement. Hein. Oh, oui. Je suis en train de vous dire que le port de Kribi, l'idée d'un port de Kribi est une bonne chose. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je suis en train de vous dire que il peut avoir un besoin qui est nécessaire, mais les prédateurs retournent le besoin, en font un prétexte pour faire autre chose. Je suis en train de vous dire, pour faire autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Et moi, je vous donne des arguments. Avec l'affaire que les mêmes amateurs qui pleuraient et se plaignaient, comme tout à l'heure, pertinemment à notre ici, mais comment aujourd'hui sont satisfaits? Moi, je veux savoir pourquoi. S'ils sont satisfaits, c'est que, entre guillemets, ce qu'ils attendaient du port de Kribi est en train de leur être donné par le port de Douala. Bien sûr. Et ça pose un problème sur le problème du port de Kribi. C'est la rentabilité. Voilà. C'est pas seulement une affaire, on se comprend. Il y a ce qu'on peut pas dire là maintenant. C'est pas seulement une affaire de dire que, bon, ok, on donne le port de Kribi à des Camerounais. C'est pas le débat, c'est pas là. Oui, oui. D'ailleurs, l'ancien directeur général, j'ai oublié son nom, ce jeune homme-là, comme ça, très frais comme ça, il a dénoncé Bolloré. Il a fait une sortie dans les journaux de la place. Mais il dénonce, il parle pratiquement comme nous. Il dénonce Bolloré. Il dénonce cette affaire-là. Donc le problème, ce n'est pas est-ce que les Camerounais peuvent gérer le port de Kribi ou pas. Ils peuvent gérer, le débat est clos. Oui. Mais est-ce qu'on doit donner un cadeau empoisonné à nos frères? En l'état actuel, est-ce que le port de Kribi n'est pas un cadeau empoisonné? Je pose simplement la question. Donc, quand j'ai dit ça, vous ne connaissez pas, on peut jouer et ne pas comprendre l'enjeu géopolitique du départ de M. Bolloré du port autonome de Douala. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite affaire. Et tout à l'heure, le docteur Yang vous a convoqué ce qu'un port peut rapporter à un pays, un port comme le port autonome de Douala. Si on en fait un pôle industriel, si on en fait un pôle technique, ça va rapporter. Je veux vous dire, ça peut nous rapporter autant d'argent que les revenus pétroliers. C'est clair. Je vous le dis. Ça peut nous rapporter autant d'argent que les revenus pétroliers. Mon cher Jocelyn. Oui. Vous comprenez donc pourquoi, à partir du port autonome de Douala, les gens ont créé un État dans l'État. Quand je vous parle de Siam Sewe et des autres, mais les gens jouent. Vous savez combien d'argent ces gens-là ont fait perdre au Cameroun? Vous voyez comment nous amène M. Bolloré? Vous voyez comment quelqu'un vient dans un pays? Donc, sa manière de venir, il ne venait pas. C'est-à-dire, il s'en fichait. C'est-à-dire, il ne venait pas. Mais il venait piller. Parce que les barons camerounais et leurs pions qui étaient là-bas au port autonome à l'époque, avant ça arrivait le port autonome, quand on est passé de l'ONCPB, cette période de port. Oui, l'ONPC. Merci, l'ONPC, pour arriver au port autonome. Cette période de transition-là, mon Dieu. Mais quand vous voyez ce que ces gars-là ont fait, donc ils ont fait venir Bolloré en lui mettant même dans la tête que viens piller, viens on pille, pillons. C'est-à-dire, il n'y avait aucun projet
pour le port autonome de Douala. Il n'y avait aucun projet de modernisation, de rénovation, de valorisation de tous les capitaux, c'est-à-dire capital humain, capital financier, capital technique, capital symbolique et culturel, qu'on pouvait dégager au port pour enrichir ce pays. Ces gars s'en fichaient calme. Voilà dans quelle dynamique M. Bolloré arrive ici. Et non seulement après ça, mais par quelle magie DIT se retrouve en train de gérer le port. Par quelle magie? Si vous m'expliquez ça, vous allez comprendre le problème de ce pays et les batailles qui sont en jeu au port, au niveau du port. C'est ça que nous on a pris ça en main à un moment donné. Nous avons compris la symbolique du port autonome. Nous avons compris que, et c'est pour ça que vraiment, j'étais très satisfait. Je tire un chapeau au président de la République du Cameroun, qui a bien compris les enjeux qu'il y avait dans cette affaire. Président, si vous me permettez, il y a plusieurs réactions sur Facebook. Hein. Il y a pas mal de personnes qui vous disent d'ailleurs bonjour. Il y a Marabi Ndjoya qui dit Président Badaka dit bonjour. Il dit également bonjour à tout le plateau. On a également Patrick Kikoum qui est également là. Il demande de partager d'ailleurs l'émission. Il y a le Gardien d'Afrique qui demande de partager l'émission. Il y a Jemima Ongnembi qui dit j'ai partagé Gardien. Bon, Dorothée Atefak, j'adore cette émission, la meilleure de toutes. Stéphanie Sullivan Onana. Enfin, le live ouf sur Facebook. Le Gardien d'Afrique, vous êtes béni. Stéphane Sullivan Onana qui revient également. Oui, Pat, dorénavant, le bon déjeuner est garanti. Bon, le petit déjeuner, c'est justement peut-être d'Ibier ce matin. Et EJ, Marie-Joseph déclare que c'est Siam Siewe qui avait donné ça à Bolloré. On parle bien sûr des DIT. Gonmon Ganjo. Il demande de ne pas danser maintenant parce que bientôt le port pourra se transformer également en Camerco. Et d'ailleurs, c'est la source de revenus bruts que peut disposer l'État à l'heure actuelle. Attendons justement de voir. C'est ce qu'il nous déclare. Bonjour les technocrates. Au Togo, la somme versée par Bolloré au trésor public n'atteint même pas 10 milliards par an. Mais pourtant, on nous vend les mérites du port et des grands bateaux qui accostent les côtes togolaises. Que le Togo prend l'exemple du Cameroun, merci. Là, il nous appelle depuis, il nous écrit depuis le Togo, il s'appelle Olivier Boko. Eugène Marie, qui revient également, le docteur, a fait une petite erreur. La distribution du secteur, en tout cas de l'énergie, est le volet le plus dérisoire et peut même être laissé à ces voyous. À ces voyous. Les points les plus importants sont la production, le transport. Ils sont totalement camerounais via l'EDC et la Sonatrel. Eh bien, il y a également plusieurs autres personnes. Je ne pourrais pas lire tous vos messages, mesdames, messieurs, mais nous allons dire bonjour justement à tous ceux qui sont connectés. Ikoum Patrick, Stéphane Sullivan Onana, Aline Chou, Abdelkarim Guitos, Marie Mad, J. Marie-Joseph et bien d'autres encore. Hein. Félicité Mbezele, Ami Suzy Soane ici, Erna Kunet, Macvenus Ndoumbek, Cochise Goklaye, Martino Farelito, Del Beka. Ils sont tellement nombreux. Ne vous inquiétez pas, je vais souvent lire vos messages parce que vous écrivez, vous continuez toujours à écrire. C'est important de nous regarder tous les matins. On a dit de laisser le transport terminé. Président Badekale. Bon. Nous saluons tous nos internautes. Nous saluons, ça nous fait plaisir de voir que c'est une grande communauté qui est en train de, de se mettre en place. Donc j'étais en train de dire que cette affaire-ci, quand vous faites le lien avec l'accident de Zeka, alors le docteur Yam, qui, n'est-ce pas, garant de nos valeurs culturelles ici sur le plateau, nous dit qu'il ne faut pas qu'on parle de ce monsieur. Je comprends, c'est nauséabond. Il ne faut pas revenir là-dessus. C'est nauséabond. Mais comment on va faire? Où est l'accident de Zeka? Où est l'enjeu de cet accident-là? Mais c'était le renversement de l'État au Cameroun. Mais les gens s'amusent. C'était pas l'accident comme ça. C'était le renversement. C'était un coup d'État. Quand vous voyez le président convoque, il fait une enquête. L'enquête aboutit. On nous donne le résumé de la commission d'enquête. Le président vous dégage ouvertement les responsabilités de M. Bolloré, qui a tué les Camerounais. Mais Bolloré travaillait avec qui? Tous les gens qui étaient impliqués dans cette affaire, ils ont été jugés. Ils sont dehors. Ils ne sont pas en prison, ils sont dehors. Il y en a qui se baladent là. Ils nous ont rendu compte, ils sont dehors, ils se baladent. La plupart des cadres de Camrail, ils se baladent à l'heure où nous parlons, ils sont dehors. Mais qui les protège? Qui les protège? Comment la même justice peut être d'une diligence extraordinaire pour condamner le cas du Cameroun en donnant raison à M. Bolloré, qui n'a jamais eu raison nulle part dans sa vie? Nulle part dans sa vie. Alors nous parlons, il est poursuivi en France, il est mis à l'examen en France, alors nous parlons.
Mais au Cameroun, une magistrate a trouvé l'occasion de condamner l'État du Cameroun sur des bases extrêmement fallacieuses pour faire plaisir à M. Bolloré. Et nous avons appris que c'était un échange d'appartements à Paris, cette dame-là. Mais cette dame-là est protégée par qui? Elle est protégée par qui? Mais comment la même justice ne fait pas la même diligence sur le dossier Camara, les morts des écrans? En termes d'abord d'indemnisation des victimes, on en est où? Qui a battu le dossier? Que sont devenus les 1 milliard du président destiné justement à l'indemnisation des victimes? C'est devenu comment? Qui gère ça? Même la stèle commémorative. Qui gère ça? Donc, cet État dans l'État, alors nous parlons, n'est pas démantelé. Hein. Ils sont là. Allez voir les gens qui, lorsque M. Bolloré a perdu le port, allez voir comment des journaux camerounais, et pas les moindres, les télévisions, passaient le temps à rendre hommage à M. Bolloré, à faire sa promotion, alors qu'on voulait de le chasser du port autonome, avec les preuves de ses crimes. Dites-moi comment les médias camerounais, des chaînes de télévision, appartenant à des gens qu'on connaît très bien dans ce pays, qui matin, midi, soir, dénoncent la malgouvernance, insultent, bavardent. Mais pour une fois, par rapport à ça, ils ont tous soutenu Bolloré. Vous me dites pourquoi? L'État dans l'État. Je vous dis que le conglomérat, les barons de Yaoundé, il y a des barons, je ne vais pas dire que tout le gouvernement est comme ça, mais il y a les barons, on les connaît, les barons de Yaoundé sont les gars qui sont au cœur de l'État dans l'État, de M. Bolloré. Et ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui d'être extrêmement vigilant. Tout à l'heure qu'elle a convoqué les menaces qui pesaient sur la vie de M. Cyril Ngo. Et tous ceux qui autour de lui étaient engagés dans la gestion de cette affaire. Mais ça, c'est rien. L'équipe menaçait le président quand il partait en Suisse. L'équipe menaçait le président qu'elle allait en France. Toutes ces manifestations étaient organisées par qui? Mais moi, je l'ai dit à mon niveau. Moi, je ne sais pas, je l'ai dit à mon niveau. M. Bolloré, les réseaux français, mais pas seul, avec la complicité de ses agents à l'intérieur du Cameroun. Qui effraie. Je veux dire que lorsqu'il a écrit au président, là, il a mis le bic. Nous savons ce que signifie écrire. Faire une lettre d'abord où une partie est écrite de manière normale, et après l'autre partie, on termine par un bic. Nous, on sait décoder ça. Ce n'est pas seulement de l'amitié, c'est le sang. C'est pour te dire que si je perds l'affaire, si tu vas voir. Quand quelqu'un écrit comme ça à un président de la République du Cameroun, ça veut dire quoi? Il sait ce quoi il compte. Cet État dans l'État. Et cet État dans l'État-là, c'est cet État-là qui menace nos entreprises publiques, qui font que nos secteurs stratégiques, comme dit le docteur Yam, qui sont la base de l'accumulation primitive du capital dans tous les pays au monde, ne peuvent pas rapporter l'argent à notre État. Parce que les barons, là, cet État-là, ils détournent ça en partageant avec les gens comme Bolloré qui s'amènent de l'étranger. C'est ça le problème véritable. Donc on ne pourra même pas assainir le portefeuille de l'État, on ne pourra même pas personnaliser la gestion de notre dette, qui commence à devenir surendettement. On n'y est pas encore, mais c'est pas ça. Parce que vous prenez de l'argent. 40% du PIB. Alors, si vous endettez pour financer la dépense, pour financer encore l'endettement, vous faites quoi? Vous voulez pas loin de surendettement. Mais pendant ce temps, les barons sont multimilliardaires. Ils sont multimilliardaires. Avec des concessions bidons qu'on donne aux gens à des prêts, non? Qui viennent piller, qui viennent faire de l'exploitation. Là où il faut investir, là où il faut moderniser, là où il faut rénover, et ils viennent faire seulement de l'exploitation. C'est-à-dire qu'une entreprise, on dit qu'une entreprise a fait faillite. Vous allez voir Cameco là, maintenant là. On a privatisé. On vous dit que c'est ingérable. Dès qu'un privé va prendre ça, au bout de 6 mois, il va commencer à faire les bénéfices. Il fait la magie. C'est la même société. Hein? Est-ce qu'il fait la magie? Vous allez comprendre qu'il y a un problème. Cet État-là, dans l'État, est le problème du Cameroun à l'heure actuelle. Nous pensons que Dieu va nous aider. Il va aider le président. Il va aider le président à régler ça. On vous dit merci. Docteur Yam, plus que 7 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Donc pour vous également, il faut être très vigilant au port autonome de Douala parce qu'il y a quand même un danger qui couvre. Un danger qui couvre. Un danger à quel sujet? Si un temps au pays, il y a toujours ces barons à Yaoundé qui tirent les marrons du feu. Le danger est permanent. La raison pour laquelle il faut être vigilant au port de Douala, ce n'est pas pour ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas faire du mal à un peuple indéfiniment. C'est clair. Et il y a des signes, ou si vous voulez, des signaux qui annoncent clairement que le temps de votre baronnie est terminé. Oui, bravo. C'est terminé. Ce sont ces signaux-là. Mais je vais vous prendre un exemple. Vous pensez que pendant des décennies, si le président de la République n'a rien fait, a laissé faire, les gens faisaient ce qu'ils voulaient.
Vous pensez que quand un certain nombre de choses commencent À se produire, à votre avis, c'est quoi? Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu avec de l'eau chez nous, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez de l'épisode CDE? Justement. C'est devenu quoi? On est dans la naturalisation. Lorsqu'il a fallu que le secteur de l'électricité aille dans tous les sens, quelles sont les règles qui sont intervenues aujourd'hui pour investir dans le secteur? Même chose. D'accord? Là, le port autonome, je vous rappelle qu'à un certain moment, c'était même compliqué pour un camionneur d'entrer, de se retrouver au niveau du terminal à conteneurs. C'est-à-dire que vous voulez simplement visiter le port, c'est compliqué. Aujourd'hui, on en est où? Je suis tout à fait d'accord sur la prudence par rapport à Kribi parce qu'on ne sait pas très bien. Et c'est un projet un peu bizarre. C'est-à-dire que où on peut investir 400 milliards pour construire un port, il n'y a même pas de route. On va penser faire la route après. En tout cas, le président Madak a déclaré au effort que ce n'était pas le plan qui avait été présenté au chef de l'État. Absolument. Et parce que l'idée du port de Kribi, c'est l'idée majeure. C'était, écoutez, c'est un port à eau profonde, Douala, il y a l'ensablement, on ne peut pas, etc. Abidjan fait 18 mètres de tirant d'eau, alors qu'à Douala, on a péniblement 11 mètres dont les grands navires ne peuvent pas accoster. Il nous faut donc un exutoire, disons, quelque chose qui permette quand même au pays de continuer à retenir, continuer à recevoir de grands bateaux. Mais je vous ai posé une question tout à l'heure. Depuis quelques années, on ne parle plus du dragage. Il y a même des dragues que les gens voulaient, des dragues qu'on a achetées en voulant draguer la première dame, on leur a même donné son nom. On les a baptisés du nom de la première dame. Pour lui faire plaisir. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Pour la draguer. Première dame, elle n'a pas besoin de ça. Pour la draguer. Elle n'a pas besoin de ça. Or, c'est l'argent du Cameroun qui achetait ça, mais ce n'est pas le Cameroun qui percevait les recettes. Est-ce que c'est normal ça? Donc, je pense qu'il faut savoir lire les signes des temps. Oui. Les signes des temps. Il y a une république du Cameroun qui n'existe plus. Certaines continuent à s'y accrocher. Cette république-là n'existe plus. Wow. Cette république a, évidemment, les choses ne disparaissent pas d'un coup. Il y a des survivances, il y a des résistances, il y a tout ça. Vous avez, quand vous voulez tuer un poulet, il se débat quand même. Mais il est déjà mort parce que vous avez déjà coupé son cou. Les gens peuvent s'accrocher, faire ce qu'ils veulent. Cette république-là n'existe plus. La république des valeurs, la république des histoires de réussite, la république des contes de succès. Oui. Nous entrons dans cette république-là. Wow. Et je crois que il y a quelque chose que nous devons comprendre. Moi, je ne fais pas partie de la génération qui croyait que le type qui connaît quelque chose, c'est celui qui a la peau blanche. Ou c'est le type qui, parce que il vient avec tout ce qu'il peut venir, son grand-père ou son père était colon ici, alors j'appartiens à une génération qui pense que ces choses-là sont terminées, que ces choses-là ont existé, et que ceux qui viennent ne sont pas forcément plus experts que nous. Et donc, nous avons un devoir historique. C'est celui, d'abord, de rendre honneur à nos parents, de construire ce pays, parce que nous n'en avons pas un autre, et construisant ce pays, construire la sous-région, dont le monde entier se moque, alors qu'elle est la plus riche du monde. Oh. Et nous devons extirper de cette sous-région tout ce qui constitue des agents pathogènes qui sont à l'origine des maladies de cette sous-région. Et dans le cas d'espèces, je crois que le groupe Bolloré fait partie de ces agents pathogènes. Et vous ne pouvez pas expliquer qu'un groupe a le port, a le rail, mais est totalement incapable de permettre à ce pays de se développer. Mais on se développe avec quoi? On se développe, monsieur, avec le port, le rail, les choses comme ça. Comment pouvez-vous expliquer que la nourriture, quand nous sommes obligés de manger du riz, des pâtes à Douala, tous, alors que nous avons le train qui part de Douala à Yaoundé, presque 200-300 km de rail, où il n'y a que des villages, où les gens ne font que de l'agriculture. Mais vous ne pouvez pas ramener de la nourriture ici. Parce que les gens ne veulent pas porter ça. Ça ne les intéresse pas. Ça, c'est brider le développement économique d'un pays. Où en est-on justement avec ce rail pour
que le contrat de concession revienne justement au Cameroun. C'est fini. Non, je vais revenir avec vous, Albert, naturaliser le temps. Vraiment, non, le fait est que aujourd'hui, vous savez, le terminal, la régie du terminal à conteneurs ne s'est pas installée aujourd'hui, n'existe pas aujourd'hui, parce que l'État tout seul comme un grand, ou disons les dirigeants tout seuls comme des grands, ont décidé que ça existe. Messieurs, c'est parce que depuis 5 ou 6 ans, mais bien avant, mais de façon intense, depuis 5 ou 6 ans, un certain nombre de gens disent arrêtez ça. Arrêtez cette affaire parce que le port là peut donner du travail à tous les habitants de la ville de Douala et même de la grande région qui va du littoral jusque vers le centre, etc. Pourquoi? Mais quand vous regardez ce qui est derrière vous, l'image qui est derrière vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous croyez que c'est normal qu'on ait un port et que quelqu'un gère un terminal à conteneurs et il ne pense pas fabriquer les conteneurs au Cameroun? C'est qui ça? Donc vous, votre gestion du terminal à conteneurs, c'est seulement encaisser l'argent qui rentre. Vous ne pouvez pas fabriquer des conteneurs? L'exploitation à l'état brut. C'est quoi ça? Mais c'est de l'incompétence. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'incompétence, il s'agit d'un complot contre le Cameroun. Vous ne pouvez pas gérer un terminal à conteneurs et à terme, vous ne fabriquez pas des conteneurs. 15 ans. C'est pas normal que vous ne fabriquez pas des conteneurs. Et vous avez différents types de conteneurs qui vont donc permettre à nos filières de formation technique de prospérer et à nos jeunes gens de pouvoir avoir du travail. Vous avez là des conteneurs frigorifiques, vous avez des conteneurs qui sont complètement en métal, mais vous croyez qu'on va fabriquer? Donc, nous on reste là. Tout ce qu'on fait, c'est que le conteneur entre, on note 10 francs, c'est tout. C'est ça gérer un terminal à conteneurs dans un pays, dans un port. Et vous voyez les portiques qui sont là. Justement, vous gérez les terminaux à conteneurs et vous avez comme l'un des outils les plus importants les portiques. Donc vous ne pensez même pas qu'à terme, il faut imaginer que même les câbles simplement qui transportent les fluides, nous on peut les fabriquer. Donc il n'y a même pas ça. Même la peinture qu'on doit mettre sur les portiques là, nous on ne peut pas fabriquer ça. Il y a quand même des limites qu'il faut se donner. Et il n'y a qu'une réflexion sectorielle qui ne peut être menée que par les Camerounais, parce que c'est leur pays, ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. Celui qui vient là ne vient pas du tout pour développer votre pays, ça ne l'intéresse pas. C'est vous qui avez une réflexion sectorielle d'une certaine vision de votre pays, qui vous dites, il n'y a aucune raison qu'il y ait un terminal à conteneurs et qu'à terme, je ne fabrique pas des conteneurs moi-même. Donc, le terminal à conteneurs, en réalité, c'est un pôle économique en soi, qui dit, je gère le dédouanement des conteneurs, au départ et à l'avant, où je gère les conteneurs, mais je dois les produire. Il y a des métiers autour du terminal à conteneurs, je dois les développer. Ça, vous ne pouvez pas confier ça à un étranger. C'est vous qui avez besoin de vous projeter. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à l'électricité. Oui. La raison pour laquelle la production, le transport, la transformation, l'électricité, ces 4 secteurs-là, le secteur qu'il faut absolument ouvrir à la prix, qu'il faut privatiser, c'est-à-dire permettre que des privés nationaux ou étrangers puissent investir, c'est le secteur de la production. Le transport et la transformation sont des secteurs extrêmement sensibles, stratégiques, qui relèvent de la sécurité nationale. Si je peux bousiller tout le pays en bousillant la transformation ou le transport. La distribution est quelque chose qu'il faut absolument confier aux nationaux parce que c'est une activité interactive entre nous. Et c'est une activité extrêmement sensible. Ce n'est pas une question de gain, de recettes d'abord. C'est une activité tellement sensible. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Vous pouvez provoquer une crise sociale énorme. Justement. Le ministre, je crois qu'il a d'ailleurs parlé de ça. Vous pouvez provoquer une crise sociale profonde du fait d'une mauvaise distribution. Or, comme c'est vous les Camerounais qui comprenez les Camerounais, qui savez ce qu'il faut aux Camerounais, ce n'est pas les étrangers. L'étranger comprend quoi ce que je veux. Il veut l'argent. Il veut l'argent. Or, moi, je peux comprendre que je veux avoir de l'argent, mais pour que j'ai l'argent de mes frères camerounais, il faut que je fasse comme ça. Et comme ces gars-là deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité de service, je vais devoir faire les choses d'une certaine manière. C'est pour ça que cette activité, étant très sensible, doit absolument être confiée à l'État pour que l'État le gère. Or, la production peut être ouverte à tout. Vous produisez de l'électricité et c'est la société nationale ou les sociétés nationales qui gèrent la distribution, qui gèrent le transport, la distribution et la transformation, qui prennent le relais.
Donc aujourd'hui, il faut que ces secteurs sensibles, relevant de la sécurité nationale, doivent être identifiés et confiés aux Camerounais. Et le port autonome de Douala, c'est vrai, on va continuer à observer. En 6 mois, on ne peut pas leur donner un blanc-seing. Nous devons être quand même plus rigoureux que ça. Nous ne leur donnons pas un blanc-seing en 6 mois, mais nous les encourageons. Nous les encourageons. Et je pense d'ailleurs que on aurait dû attendre ce premier jalon de 6 mois avant de se décider par rapport à Kribi. Mais je retiens quelque chose qu'a soulevé le président Bandakani. On va revenir à messieurs. En disant, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Là, je me dis, sois un peu plus prudent. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? En tout cas, vous avez des téléspectateurs qui vous disent d'ailleurs bravo à tous, hein, bravo sur le plateau, bravo à tous ceux qui sont sur le plateau. Il y a quelqu'un qui a un nom un peu, on sait pas, en russe. Il faut vraiment démanteler cet état profond. Bon, il a dit professeur Banda, il vous l'a dit justement docteur Bandakani. Max de soutien à vous, ça il faut le dire également. Ils sont des milliers d'ailleurs à nous écrire, hein. Les messages viennent de partout. Merci président Bandakani, vraiment que Dieu vous préserve. Débat très enrichissant, un panel édifiant, bravo à vous tous. Il y a également Vénus Ndoumbe. Depuis 2010, le Cameroun est en mutation, comme le disait d'ailleurs le docteur Yamb. Je vais aller avec Hervé Ngueti qui disait que vraiment très édifiant ce débat. Bravo à vous et merci à DBS. Vénus Ndoumbe qui revient, qui dit, si l'on fait la comparaison de la gestion du président Biya de 1982 à 2010 et de 2010 à nos jours, nous nous rendons compte que depuis 2010, ça bouge au Cameroun. Lévis Kolo, bravo, la meilleure équipe, docteur Yamb et Bandakani. Bertin Noah, le chef de l'État, a besoin de s'entourer des hommes intègres et courageux pour transformer le Cameroun. Je veux être son conseiller, pasteur Bertin Messi. Bon, je ne sais pas d'où il appelle d'ailleurs. Et Marie-Célestine Bien-et-Barouya, je suis de votre avis. Effectivement, ça bouge depuis 2010. Rabiatou Amadou nous dit bravo les gars. Bon, ils sont assez nombreux, je ne vais pas lire. Il y a également Kemnan Kevin, il dit félicitations à vous tous. Là, il y a Albert Amatola ici qui a nous couver. Il court. Il va pondre. Il a besoin. Il va enseigner. Il va exploser. Je vous laisse, hein, parce que vous avez pas mal de choses à dire. Je vous laisse vraiment exploser. Disons que... Oui, parce que j'ai commencé à croire que c'est un débat entre Yam et... Non, tu ne peux pas dire ça. Je voudrais rassurer le président Bandakani lui indiquer quand c'est effectivement 24 milliards, mais réinvesti. Un peu comme ça se passe à Camaraï, c'est-à-dire que, les 24 milliards ne sont pas les espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire, c'est recyclé dans ce qui s'appelle la politique d'investissement. On ne voit nulle part. C'est l'escroquerie donc. Je voudrais bien dire. Maintenant, c'est la même chose. Bertin Messi me dit qu'il est de Yaoundé, hein, le pasteur qui va être le conseiller du chef de l'État. Maintenant, montage financier. C'est la même chose. Maintenant, on s'est compris. Hein. Maintenant, c'est la même chose qui se passe à Camaraï. Vous savez combien, dans le cas du contrôle de concession qu'il lie Camaraï à l'État de Cameroun, combien il reverse comme redevance annuelle 1,5 milliard de francs CFA. Voilà. Bon, alors, et c'est pas en termes d'espèces. En termes d'investissement, oui. Je ne sais pas si vous avez vos investissements quelque part. Il investit chez lui. Donc, bon, pour revenir à la thématique du jour, au-delà de ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le cadre de cet échange, il est important que le gouvernement réhabilite l'espace portuaire. Parce que c'est encore sinistré. Nous avons quelques signaux, comme pour reprendre le terme de Riam, qui peuvent nous encourager, qui nous rendent un peu enthousiastes. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, l'État camerounais était propriétaire, était armateur, était accoigné, était transitaire. On a démantelé toutes ces suretés. Vous avez connu Kamship. Vous avez connu, n'est-ce pas non, j'y arrive. Vous avez connu Kamship, vous avez connu le Conseil national des chargés du Cameroun à l'époque. On avait également les accognés. Voilà, il y avait, du moins, l'État est quand même propriétaire de navires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Bolloré a eu le monopole, c'est-à-dire qu'il était à la fois accogné, armateur, transitaire, mais il a fallu quand même commencer à démanteler. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que dans la réflexion qui est engagée en vue de la nationalisation et de la gestion de l'espace portuaire, il faut que le gouvernement camerounais pense à réhabiliter ces structures-là. Non seulement pour rendre davantage autonome le secteur maritime camerounais et le ramener aux Camerounais, mais en plus que des emplois. Parce que tout compte fait, il faut quand même que la plupart des ports qui sont prévus
qui sont opérationnels, mais qui sont en cours de réalisation, puissent pouvoir créer des emplois. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui se passe du côté de la régie, je crois que c'est encourageant. C'est encourageant, mais comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué, il y a encore beaucoup de batailles. C'est clair. Il y a encore beaucoup de batailles, ça il faut le dire. Et la plupart de ces ennemis sont endogènes. Ils sont endogènes. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Je pense que, comme je le répète, dans son communiqué d'hier, je pense que le conseil d'administration a pensé à réorganiser la régie. Ça veut dire qu'il prend en compte certainement cet aspect-là, qu'il faut absolument renforcer, c'est-à-dire rendre sa performance, parce qu'il est important de le préciser. Il faut que la gestion, du moins le port autonome du Douala, soit à la fois compétitif et que ses activités soient performantes. Justement, que les activités soient performantes, même très performantes, plus que 9 minutes pour sortir. On nous a ajouté à la direction d'ajouter encore 15 minutes, donc on n'a encore que 9 minutes. Maintenant, comme j'aime souvent terminer ce débat, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait toutes ces choses qui ont été d'ailleurs dites sur ce plateau ce matin? Et que les Camerounais doivent savoir protéger les leurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la protection des nôtres. Nous sommes en train de protéger des grands patriotes, en commençant par le directeur général, M. Cyrus Ngor, qui a été très courageux dans sa logique et vraiment très patriotique. Ça, il faut se le dire, que nous devons le protéger, que ce soit pour ceux qui ont d'autres yeux, qui voient d'autres choses, pour ceux qui savent prier, doivent prier, parce que Bolloré n'est pas un enfant de cœur. Bolloré, dans sa tour, a un étage réservé uniquement pour des marabouts. Je dis bien dans sa tour en France, n'a qu'un étage réservé pour des marabouts, c'est-à-dire il en prend au Bénin, il en prend au Sénégal, il en prend en Inde, il en prend de partout. Donc ils ont un salaire mensuel comme consultant, je ne sais pas, spirituel ou bien. Donc ils sont là pour regarder. Mais c'est pas le pays dans lequel on tue les sorcières, on dit qu'il ne faut pas faire tout ça. Mais écoutez, allez voir, je vous dis, allez, il y a un étage réservé. Vous avez compris que je rigolais. Mais bien sûr, pour vous dire que ce que vous dites que vous négligez dans vos États, dans vos pays, un autre en a pris parce que tout ce qu'il a gagné comme contrat, il l'a gagné par des voies assez tortueuses. Il n'a jamais gagné un contrat de manière logique, de manière simple. Parce que en réalité, en dehors d'envoûter les dirigeants, en dehors de les influencer par la criminalité, en dehors de les corrompre, il utilise tous les moyens possibles pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, vous comprenez que quand nous avons des hommes, des femmes courageux, en l'instar de Cyrus, comme de ces jeunes informaticiens qui ont pris le devant en disant oui, nous pouvons, nous sommes capables. Et je suis très d'accord avec toi, Albert Anatoile, ici par rapport à la direction de la RTC. C'est pas Dingana qui devait être directeur général de la RTC ou bien directeur délégué. Quand même, il y a qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, mais la vérité, c'est que ce monsieur a beaucoup de scandales qu'il a laissé au port autonome, parce que ceux qui ont vendu le port autonome de Douala avec monsieur Siam Siewe, c'est justement ce monsieur Dingana. Donc, il était au cœur du système, qui était en prison. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut que être dans l'amertume quand on voit une pareille tête à la direction de la RTC. Quelqu'un qui a été condamné et qui revient justement travailler au même endroit. Bon, on peut dire, c'est un Camerounais, mais on dit quand même, en question d'éthique, quand même, il faut, et c'est pour ça que Bolloré pouvait dire que, cette affaire, c'est un mort-né. Parce qu'il savait que à la tête de cette direction, il y a quelqu'un qui peut manipuler à tout moment, parce qu'en réalité, il savait qu'il pouvait revenir d'un moment à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, bravo président de la République. Parce qu'il a fait confiance à un Camerounais, lui a donné carte blanche. Vas-y. Monsieur, allez-y. Il a dit, ok, monsieur le président, voici mon plan, voici ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, vous allez retrouver qu'au port autonome de Douala, les régies sont en train de se créer. Et dirigées par qui? Par des Camerounais. Qui prouvent au fur et à mesure la RTC. Et au vu de tout le monde. Hein. Au vu aussi de tout le monde. Oui. On a aujourd'hui la création. Le dragage est géré par les Camerounais. Voilà. Donc vous comprenez un peu. Le port autonome achète des instruments de production aujourd'hui, que ce soit pour le dragage, que ce soit pour toutes les autres activités. Donc vous comprenez qu'en réalité, on a une capacité
de production, d'exploitation au maximum de notre port. Vous avez constaté, il y a eu le travail maintenant des épaves, où on est en train d'enlever les épaves au niveau du port de... Parce que ces épaves avaient créé... il y avait tellement. C'est un travail assez énorme. Donc, il faut se dire que, Monsieur le Président, si vous trouvez des Camerounais compétents, qui peuvent accomplir une tâche, confiez-les, donnez leur carte blanche. Parce que l'État dans l'État, le réseau des broyeurs, parce que c'est les broyeurs de destinée, c'est des broyeurs de compétences, c'est des broyeurs de ceux qui veulent faire du bon travail dans notre nation. Parce qu'ils vont rester et dire, ah, nous étions là-bas, on n'a rien fait, ou bien nous avons envoyé nos poulains là-bas. Vous savez qu'il y a d'autres directeurs généraux qui ont pris la poudre d'escampette au niveau du port autonome. On ne sait pas où ils se trouvent jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais quand même, d'autres ont été rattrapés. Bon, on ne sait pas pourquoi ceux-là ont disparu. Donc, vous comprenez qu'il y a un réseau, des décisions de justice assez alambiquées, extraordinaires. On a des policiers, des gendarmes et tout le reste qui continuent à avoir des comportements qui n'arrivent pas à scier à l'évolution que le Cameroun veut. Donc, carte blanche à tout dirigeant qui veut véritablement travailler pour la nation camerounaise et en mettant en mal des braqueurs professionnels comme M. Vincent Bolloré. Messieurs, ils sont des milliers à nous suivre en direct d'ailleurs sur Facebook. Ce matin, Ikoum Patrick déclare qu'il regarde avec nous. Rena Kiki, autant pour moi, dit bravo à vous. Marabi Njoya dit Bolloré est un vrai diable. Elle répète également, Monsieur Fanga, bien dit, c'est Marabi Njoya. Et on nous fait savoir également que Dr Yamb a des argumentaires vraiment très pertinents. Merci beaucoup à toi, Dr Yamb. Marabi Njoya, continuez toujours à partager. J. Marie-Joseph Di Pendaikoka qui parle aujourd'hui faisait partie de ces gens qui sont comptables de ces privatisations merdiques qui n'avaient pour but que de fragiliser le chef de l'État et prouver bon là le mec il a tellement écrit. Ils ont chassé l'ancien directeur général de la SNI en complicité, M. Pendekoka, et prouvé qu'il n'est pas compétent. Voilà. C'est eux qui ont fait tomber l'ancien directeur de la SNI qui avait demandé par rapport aux privatisations que non, nous ne pouvons pas privatiser les secteurs, certains secteurs. Il faut privatiser les secteurs où on va demander à celui qui va venir d'investir. Mais Pendekoka sont allés prendre l'argent avec dans l'Esther à Paris. Oui, et Marabi Njoya qui nous dit que Bolloré va partir du Cameroun. Je me rappelle de ces paroles du président Banda Kani en 2015. L'histoire lui donne raison. Franck Essingan, salut à vous et surtout courage. Ils sont très nombreux d'ailleurs sur la toile. Je ne sais pas si je pourrais lire tout ce beau monde. Ils sont des milliers. Président Banda Kani n'a plus que 2 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a commencé à faire. Faire confiance aux Camerounais, comme William l'a dit. Écoutez ce qu'a dit Anatola ici. Oui. On appelle ça construire un pôle industriel de type endogène. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui. On réhabilite nous rapidement notre chantier naval. C'est tout. Ça dit que le port là, comme c'est parti là, ça n'aura pas d'envergure si vous ne réhabilitez pas notre chantier naval. Je veux dire une bêtise. C'est une bêtise. C'est pour ça qu'il faut sortir une dame de prison. Sortez-le. Ce n'est pas une bêtise, Monsieur le Président. Non, peut-être que j'ai une bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise. Non, je ne sais pas. Quelqu'un qui prend un chantier naval à 500 millions parce que notre chantier naval fabriquait déjà des bateaux. Les gens ne savent pas à quel niveau on est arrivé. Avec un carré de commande qui a explosé. Il faut nous réhabiliter ça. Et troisièmement, je l'ai dit, il faut détruire l'État qui est dans l'État là. Je dis, il faut le liquider. Il faut le détruire. Vous savez pourquoi? Je prends un exemple clair. Vous avez vu l'affaire qui s'est passée à Finesse? Ouais. Vous avez vu la peine qu'on avait à sceller l'entreprise là? Vous savez pourquoi? Le rumeur dit qu'il y a plein de barons qui sont actionnaires. Mais ça peut pas marcher comme ça. C'est justement le propre du Cameroun. Hein. On appelle l'agence de voyage. C'est que de la poubelle. Moi, je suis clair. Il n'y a au Cameroun actuellement aucune structure de transport classique qui est digne d'être appelée agence de voyage. Je dis, toutes ces agences-là, je dis, il n'y a aucune, hein, aucune. Y compris touristique, les machines qui sont dans le VIP là. Moi, je prends tout touristique. Mais même là, c'est en deçà de 5 suivants. Il n'y a aucune agence là qui est digne d'être appelée agence de transport. Un truc comme ça, où on tue un gendarme avec la latte, on a de la peine à sceller. Vous savez pourquoi? L'État dans l'État.
L'État, justement dans l'État. Président Bandakani, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. André Kissel Fanga, merci également. Et surtout, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide dans notre pays, vraiment. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Docteur Yam, Timba, Dominique, merci également d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe et surtout à toute la réalisation. L'équipe technique qui a été là ce matin, merci pour cette réalisation. Merci également à la direction générale. On n'a pas chanté joyeux anniversaire. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Mais n'oubliez surtout pas, l'échec est une crise de conscience qui entraîne une prise de conscience et nous prenons justement conscience. À demain, si peut-être Dieu. Au revoir.